Mon frère a pris les voitures, ma sœur les tableaux. Moi, j'ai trouvé un vieux disque vinyle. Quand je l'ai écouté, j'ai compris l'héritage. Dans la salle du notaire, tout le monde me regardait comme le perdant. Mon frère venait de décrocher les voitures, ma sœur les tableaux, et moi, on me tendit une pochette poussiéreuse avec un vieux disque vinyle à l'intérieur. Ils ont ri, ils ont cru à une farce, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ce vinyle contenait une voix que je n'avais jamais entendue, et un secret capable de renverser tout ce que nous pensions savoir sur notre famille. Abonne-toi pour découvrir l'histoire complète, car parfois, derrière les héritages les plus dérisoires, se cache la vérité la plus bouleversante. L'horloge murale du cabinet battait comme un métronome nerveux. Maître Courtois lisait le testament d'une voix égale, découpant nos vies en legs bien nets. À Paul Delorme, l'ensemble des véhicules de collection, à Élise Delorme, la collection de peintures impressionnistes. Les mots tombaient comme des verdicts. Paul, profil de banquier et sourire d'affiche, se pencha vers sa femme et chuchota. Ravi. La Bugatti, c'est moi. Et la déesse Cabrio, mon Dieu. Élise, élégante, masqua mal l'éclat avide qui lui réchauffait les yeux. Le Renoir ira dans mon salon. Papa disait toujours qu'il me ressemblait. Je m'étais préparé à ne rien recevoir, ou à recevoir cette chose humiliante, qui a le poids d'un souvenir dont personne ne veut. Pourtant, quand l'assistante posa devant moi une simple pochette cartonnée, j'eus un haut le cœur. Le carton était piqué d'auréoles, les coins cornés. Au milieu, un cercle plus clair trahissait le vinyle qui dormait dedans. À la place d'un titre, un feutre noir tremblait. À écouter, quand tout semblera perdu. AD, les initiales de notre père. Sérieusement, siffla Paul. Un vinyle? C'est attendrissant. Vintage, rectifia Élise avec ce ton sucré qui coupe. Tu pourras le poser sur une étagère, petit frère. Ça fera artiste. Il riait sans méchanceté assumée, mais avec cette cruauté confortable qu'on s'autorise lorsqu'on croit que le monde vient de confirmer votre supériorité. Je n'ai rien répondu. Dans la pochette, le disque pesait davantage que sa matière, un poids opaque, obstiné, comme une main qui vous prend par la nuque pour vous ramener quelque part. Quand tout fut signé, Paul embrassa l'air avec ses bras. On passe au garage, je veux vérifier l'état des pneus. Et moi, dit Élise, j'appelle un transporteur. La lumière dans mon salon est parfaite pour l'étoile. Marc, fit maître Courtois en me raccompagnant jusqu'au couloir. Votre père m'a demandé de vous dire seulement ceci. Il saura. Il saura quoi? Je n'en sais pas plus. Mais il avait l'air extrêmement sérieux. La pluie s'était invitée sur le boulevard, une pluie fine qui efface les contours. J'ai marché sans capuche, la pochette serrée contre moi, jusqu'à mon studio du 11e. Sur le palier, la voisine du 11B, Madame Kader, a entr'ouvert sa porte. Mon garçon, vous êtes trempé? Tout va bien? Oui? Enfin, je crois. Dites, vous avez toujours votre tourne-disque? Elle a souri de ses yeux doux. Pour Aznavour, toujours. Montez quand vous voulez. Chez moi, j'ai déposé la pochette sur la table, comme on dépose une lettre explosive. Je l'ai ouverte. Le disque dormait dans une sous-pochette en papier, un papier si fin qu'il chantait quand on le tirait. Sur l'étiquette centrale, presque effacée, Face A, chanson pour mes enfants, 1973. Pas de maison de disques, pas d'artiste. Au dos, au stylo bille, l'écriture de papa. Ne pas jouer devant eux tant que tu n'es pas prêt. Devant eux qui? Paul et Élise? Nous trois? Ou eux, au sens plus large? Ceux qui jugent et classent sans écouter? J'ai ressorti de mémoire les photos en sépia, qui traînaient de chez maman. Un salon encombré, un micro sur pied, mon père jeune, plus maigre, plus lumineux, un groupe d'amis en chemise ouverte, des guitares dans un coin. Il avait souvent parlé d'un disque, jamais d'un disque pour nous. Et 1973, c'était avant nous, avant le costume, avant la montre en acier qui lui donnait des poignées de statut. Le monde savait mon père industriel. Nous le savions mélomane. Je ne le savais pas chanteur, et certainement pas
auteur d'une chanson pour mes enfants, enregistrée avant notre naissance. Mon ventre a protesté. Mes mains, elles, réclamaient l'aiguille. Je suis monté chez Madame Kader avec une hésitation de collégien. Dans son salon, ça sentait la fleur d'oranger et le cumin. Le tourne-disque trônait près de la fenêtre. Un vieux Torrens qu'elle traitait comme un compagnon. Vous avez trouvé quelque chose dit-elle en posant une nappe sur la table basse. Mon héritage. Ah, ça s'écoute J'espère. J'ai sorti le disque comme on sort un oiseau de sa boîte. Madame Kader a soufflé dessus, d'un geste expert. Les sillons n'aiment pas la poussière, dit-elle. Et les secrets non plus. Vous croyez aux secrets, vous J'ai 3 fils. Les secrets. Je sais ce que c'est. La platine a ronronné. La courroie a tiré. Le plateau s'est mis à tourner. Hypnotique. J'ai posé le vinyle, puis le bras, très lentement, l'aiguille en station au-dessus du cercle noir. Pendant une seconde, j'ai eu la panique irrationnelle qu'il n'y ait rien, que l'étiquette mente, que ce ne soit qu'un caillou brillant sans intérieur. Puis l'aiguille a touché. La membrane a frissonné, et le craquement familier, celui des débuts, des poussières, des départs, a rempli le salon. Au lieu de musique, d'abord, une respiration. Une trop longue respiration. Un froissement. Des pas. Une voix de femme, lointaine, riait. « Tu es sûr ?» Et la voix de mon père, plus jeune de plusieurs vies, « Je suis sûr. » Si un jour ils se perdent, il faudra bien une chanson pour les ramener. Mon cœur a raté une marche. Madame Kader m'a regardé, les lèvres entr'ouvertes. Je crois que nous retenions notre souffle tous les deux. La guitare a posé 3 accords. Rien d'extraordinaire. Un balancement simple, comme un hamac. Puis, la voix. Elle avait ce grain que je lui connaissais, mais débarrassée de la distance des dîners, des signatures, de la posture. Une voix d'homme qui n'a rien à vendre et tout à dire. Si un jour vous marchez sans savoir vers où, cherchez la maison qui tient par un clou. Derrière le tableau, sous le cadre tordu, un sillon vous appelle, et vous, vous êtes venu... J'ai fermé les yeux malgré moi. La maison qui tient par un clou. L'expression de grand-mère. Et derrière le tableau, sous le cadre tordu, chez nous, il y avait ce cadre un peu incliné dans le couloir. Celui d'une marine anonyme qu'Élise détestait. Papa disait toujours, on laisse comme ça porte bonheur. Et s'il avait porté autre chose? La chanson a continué, plus précise, presque indiscrète. Quand la pluie fera des routes sur vos joues, ouvrez le mur où l'on n'entre pas du tout. 3 tours à gauche, un souffle, et puis c'est tout. L'héritage n'est pas en or. Il est en vous. C'est pour vous, ça, dit doucement Madame Kader. Pas pour votre frère, ni pour votre sœur. C'est une carte. Oui, une carte qu'on chante. Je ne savais plus où poser mes mains. La voix de mon père me tutoyait du passé alors qu'il nous vous voyait, nous, au présent. Et cette précision indécente, 3 tours à gauche, comme une serrure ancienne. Ouvrez le mur où l'on n'entre pas du tout. Une porte scellée, derrière le tableau. Lequel, si ce n'est celui qu'Élise s'apprêtait à décrocher pour le mettre dans son salon. J'ai senti, en même temps que la honte, une colère monter, propre, droite, une colère qui ne voulait pas détruire mais empêcher qu'on abîme. J'ai vu Paul dans un garage, poser sa main sur la Bugatti avec cette sensualité qu'il réserve aux choses chères. J'ai vu Élise pointer du doigt sa lumière naturelle, parlant de couleur et de matière. Et moi, avec mon vinyle de rien, j'entendais mon père me dire « L'héritage n'est pas en or, il est en vous ». Ce n'était pas une consolation, c'était un code. Le refrain est revenu, différent, comme un sourire à l'intérieur d'un sourire. Quand tout semblera perdu, écoute encore. Les maisons parlent bas, mais elles parlent fort. Celui qui sait écouter retrouve le nord. L'amour ne se peint pas, il s'accorde. Quand la face A s'est terminée dans un grésillement, j'avais de la sueur dans les paumes et des questions plein la bouche. J'ai retourné le disque. Sur la face B, l'étiquette avait un mot de plus, griffonné à l'encre bleue.
Couloir, cadre, écrou rouillé. Ma gorge s'est serrée. Vous allez y aller, hein dit Madame Kader. Où ça? Chez vous. Où voulez-vous que les chansons se cachent, sinon là où elles sont nées? J'ai rangé le disque avec la précaution d'un archevêque. En redescendant l'escalier, j'ai envoyé un message sur le groupe familial. Je passe à la maison cet après-midi. Paul a répondu un emoji pouce levé. Élise. Pas trop longtemps, j'ai un expert à 17 heures. Un expert. Pour ces tableaux. J'ai serré les dents. Peut-être que, pour une fois, l'expertise viendrait d'un sillon de poussière. Dans la rue, la pluie s'était arrêtée. Les façades luisaient, neuves. J'ai regardé mon reflet dans une vitrine. J'avais la tête d'un type à qui on vient de confier un secret qui n'intéresse personne et qui pourtant pèse comme une clé. J'ai eu envie de rire et de pleurer en même temps. Au fond, c'était la première fois depuis la mort de papa que je l'entendais vraiment. Je suis monté dans le bus pour la maison. Le disque serrait mon flanc, vivant. Derrière le tableau, sous le cadre tordu. 3 tours à gauche. L'héritage n'est pas en or, il est en vous. D'accord, papa, je t'écoute. Et je t'entends. Le bus m'a déposé au bout de l'allée bordée de platanes qui menait à la maison familiale. Chaque arbre était comme un vieux témoin, figé dans une mémoire que mes frères et sœurs préféraient oublier. Les graviers crissaient là sous mes pas, mais je n'avançais pas seul. J'avais cette voix encore dans l'oreille, celle de papa, jeune, vibrant, plus vivant que dans mes souvenirs. En franchissant le portail, j'ai aperçu les voitures de luxe alignées devant le garage. Paul, chemise retroussée, donnait des ordres à 2 mécaniciens venus estimer l'état des moteurs. Élise, de son côté, avait déjà décroché 2 toiles du salon. Elles étaient posées contre le mur, emballées à moitié, dans du plastique bulle. Elle portait ce sourire crispé de ceux qui veulent tout posséder le plus vite possible, comme si le monde pouvait encore leur échapper. Marc, lança Paul en m'apercevant, tu viens t'assurer que ton vinyle est bien au chaud? Élise ricana, mais sans me regarder. J'ai serré la mâchoire, décidé à ne pas leur donner le plaisir d'une réponse. Mon objectif n'était pas eux, c'était le couloir. Je pénétrais dans la maison. L'odeur était la même que dans mon enfance. Cire des meubles, humidité des tapis anciens, un parfum discret de tabac froid incrusté dans les murs. Chaque marche de l'escalier semblait craquer un souvenir. Et puis je le vis, là où il avait toujours été, le tableau de Marine. Un ciel orageux au-dessus d'une mer verte, cadre doré légèrement penché, comme si une main invisible avait toujours refusé de le redresser. Élise l'avait souvent critiqué, disant qu'il n'avait aucune valeur. Papa riait. On ne touche pas au cadre, il porte la maison. Je restais immobile devant. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende dans la pièce voisine. Derrière moi, Paul continuait ses commentaires techniques. Élise pianotait sur son téléphone. Personne ne me prêtait attention. Je posais la main sur le cadre. Le bois était tiède, comme s'il avait gardé la chaleur de ceux qui l'avaient frôlé avant moi. Je tirais légèrement, rien. J'inspectais plus près, retenant mon souffle, et je le vis, un petit crochet métallique rouillé, dissimulé derrière le bas du cadre. Presque invisible. Je le tournais doucement. 1, 2, 3 fois. Le métal grinça à peine, comme s'il n'attendait que ce geste depuis des décennies. Un déclic discret résonna dans le mur. Je crus rêver. Lentement, je poussais. Une portion de boiserie s'ouvrit, révélant une cavité sombre. Je regardais par-dessus mon épaule. Personne ne venait. Alors je plongeai la main à l'intérieur. Mes doigts rencontrèrent du tissu, puis une petite boîte en bois. Je la tirai précautionneusement. La boîte était simple, sans ornement, mais lourde. Sur le couvercle, gravées au couteau, 3 initiales. AD. Arthur Delorme, mon père. Mes jambes se mirent à trembler. Je m'assis à même le sol, le souffle court. J'ouvris la boîte. À l'intérieur, pas d'or, pas de bijoux. Des cassettes audio soigneusement étiquetées, certaines avec des dates, d'autres avec un seul mot, vérité, promesse, pour plus tard.
En dessous, un carnet à la couverture de cuir usé. Je l'ouvris. La première page portait une phrase qui me glaça et me réchauffa tout à la fois. À celui qui a trouvé le disque et osé écouter, tu es prêt. L'héritage commence ici. Je relus la phrase 10 fois. La maison tournait autour de moi. Derrière, Paul riait fort avec ses mécaniciens. Élise s'impatientait au téléphone. Ils ignoraient tout. Moi seul avais entendu cette voix à travers le vinyle. Moi seul avais osé chercher. Je refermais le carnet, le cœur en feu. Ce que je tenais dans mes mains, ce n'était pas une consolation, c'était une mission. Je remontais dans ma chambre d'adolescent, cette pièce que Paul appelait musée de la poussière. Les posters défraîchis, la vieille lampe de bureau et l'odeur de papier moisi me sautèrent au visage. Je posai la boîte sur le lit, refermai la porte et sortis le petit magnétophone que j'avais laissé là, un Panasonic gris aux touches dures, vestige de mes années lycée. Mes doigts tremblaient en insérant la première cassette. Étiquette simple, vérité. J'appuyais sur play. Un grésillement, puis une respiration. Et soudain, cette voix. Si tu écoutes, c'est que tu as suivi le chemin, alors tu es prêt. Paul et Élise ne comprendront jamais. Ce que j'ai à dire n'est pas pour eux. Je sursautais. C'était mon père, mais plus intime que jamais. Ni ton professoral, ni sévérité. Une voix nue. Vous avez grandi en croyant que je n'étais qu'un industriel, un homme d'affaires. Mais avant ça, j'ai vécu autre chose. Cette maison, celle que vos grands-parents ont construite, a été plus qu'un toit. Elle a été un refuge. Derrière ces murs, des hommes et des femmes ont été cachés, protégés, sauvés. Les tableaux, les voitures, ce sont des trophées visibles. Le vrai héritage, lui, est invisible. Je serrais les poings. Je voyais déjà la scène. Des inconnus la nuit, des chuchotements, des vies sauvées derrière les volets pas fermés. La voix poursuivit. Paul aime les moteurs, Élise les apparences. Je n'ai rien contre ça. Mais il fallait quelqu'un pour porter la mémoire. Quelqu'un qui sache écouter au lieu de posséder. Si tu entends ces mots, c'est toi. À toi de choisir maintenant. Continuer le silence ou ouvrir la vérité. Je stoppais la bande, haletant. Mes mains moites collaient aux touches. La vérité? Quelle vérité? Je pris une deuxième cassette. Étiquette, promesse. Je lançai. Marc, j'ai fait une promesse. À ton grand-père. À ceux qui ont franchi ce couloir de nuit. Je devais transmettre, mais pas n'importe comment. Seulement à celui qui oserait écouter. Écouter, c'est plus difficile que posséder. Alors, si tu en es capable, ouvre le carnet. Les noms que tu liras ne figurent dans aucun livre. Certains sont morts sans tombe. D'autres vivent encore, mais leurs enfants ignorent. Si tu révèles, tu les rends immortels. Si tu caches, tu les perds à jamais. Mon souffle se bloqua. J'ouvris le carnet. Des pages couvertes d'écritures serrées, des noms alignés, des dates, des lieux. Certains barrés, d'autres suivis de notes. Sauvés, disparus. C'était une liste. Un inventaire de vie pro-Satsark passé par notre maison. Des résistants, des réfugiés. Je tombais sur un nom. Mon cœur s'arrêta. Kader Noureddin. À côté, hébergé 3 semaines, sauvé. Madame Kader, ma voisine. Son père, son oncle. Je refermais le carnet, bouleversé. Le passé débordait, frappant au présent. La 3e cassette attendait. Étiquette, pour plus tard. J'hésitais longtemps, puis appuyé. Si tu en es là, Marc, alors sache ceci. La maison ne vous appartient pas. Elle appartient à ceux qu'elle a protégés. Si tes frères veulent la vendre, tu dois t'y opposer. Tu es le gardien, non du bâtiment, mais de la mémoire. Et un jour, quand tu seras prêt, tu devras convoquer Paul et Élise. Pas pour leur prendre leurs biens, mais pour leur montrer que l'héritage ne se compte pas en euros. Il se chante, il se transmet, il se vit. La bande craqua, puis plus rien. Silence. Je restais là, immobile, les cassettes autour de moi comme des bombes désamorcées. Dans ma poche, le vinyle vibrait encore comme un cœur étranger. Je compris alors que ce n'était pas seulement mon héritage. C'était une responsabilité.
Une mission qui allait changer non seulement notre famille, mais aussi ceux qui avaient oublié ce que cette maison représentait. Le soir tombait sur la maison familiale, et les murs semblaient écoutés. J'avais rangé les cassettes et le carnet dans la boîte de bois. Puis, j'étais descendu avec le vinyle sous le bras. Mes pas résonnèrent dans le couloir, chaque planche grinçante me rappelant que cette maison avait porté des secrets plus lourds que moi. Paul et Élise étaient installés dans le salon. Lui ouvrait une bouteille de champagne, fier comme un roi dans son domaine. Elle déballait encore une toile en donnant des consignes à un expert. Leur voix coupait l'air comme des couteaux. Alors, petit frère, lança Paul avec un sourire ironique. Tu viens écouter de la musique pendant qu'on parle affaires sérieuses? Je posai le vinyle sur la table basse, lentement. Le reflet des flammes de la cheminée dansait sur la surface noire. Oui, justement, on va écouter. Élise leva les yeux au ciel. Marc, arrête! Tu ne vas pas nous gâcher la soirée avec tes lubies sentimentales. Je sortis de ma poche le carnet. Je le déposai à côté du disque. La couverture usée attira aussitôt leur regard. Paul fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est, ça? L'héritage. Le vrai. Je mis le vinyle sur la vieille platine du salon, celle que papa avait gardée malgré tous les appareils modernes. L'aiguille se posa. Le craquement remplit la pièce. Puis la voix de notre père s'éleva, claire, vibrante. Si un jour vous marchez sans savoir vers où, cherchez la maison qui tient par un clou. Le silence s'abattit. Paul avait posé son verre sans s'en rendre compte. Élise, bouche entr'ouverte, fixait la platine comme si un fantôme venait d'entrer. La voix continuait, simple et forte, décrivant le cadre tordu, les tours à gauche, l'héritage invisible. Qu'est-ce que balbutia Élise. C'est papa, répondis-je. Pas le père que vous connaissiez dans ses costumes. L'autre. Celui qui a caché des vies derrière ses murs. Je leur tendis le carnet. Ils l'ouvrirent, parcoururent les noms, les dates, les annotations. Paul pâlit. Élise porta une main à sa bouche. Ces gens, chuchota-t-elle, ils ont vécu ici? Oui, dis-je. Et notre maison a été leur refuge. Papa a consigné tout. Et il a choisi à qui le transmettre. Paul secoua la tête, perdu. Mais pourquoi toi? Je plantai mon regard dans le sien. Parce que j'ai écouté. Pas toi. Pas Élise. Parce que je n'ai pas regardé que la valeur marchande. Un silence lourd suivit. La cheminée crépitait. Le vinyle tournait encore, et notre père répétait « L'héritage n'est pas en or, il est en vous ». Élise s'effondra dans un fauteuil. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Je respirais profondément. Respecter, ne pas vendre, ne pas transformer. Protéger ce lieu comme il a protégé des vies. Et si vous refusez, je suis le gardien. Papa m'a donné ce droit. Paul voulut protester, mais son regard glissa sur le carnet. Ses mains tremblaient. Je vis dans ses yeux que, pour la première fois, il doutait. Le vinyle continuait de tourner, remplissant le salon d'une chaleur étrange, comme si les murs eux-mêmes respiraient au rythme de la voix de papa. Paul fixait le carnet ouvert, ses lèvres serrées, ses yeux fuyants. Élise, recroquevillée dans son fauteuil, passait ses doigts nerveusement sur la couverture en cuir, comme si chaque nom inscrit lui brûlait la peau. On ne peut pas, commença Paul avant de s'interrompre. Il déglutit puis reprit. On ne peut pas faire semblant de ne pas savoir maintenant. Élise leva les yeux vers lui. Ses pupilles se brillaient. Papa a choisi Marc, murmura-t-elle. Pas nous, je secouai la tête. Ce n'est pas une question de choix, c'est une question de confiance. Vous avez reçu ce que vous croyez être l'essentiel. Les voitures, les tableaux. Mais le cœur, le vrai cœur, il me l'a confié. Pas pour que je le garde égoïstement, pour que je le protège, pour que je vous le partage, si vous êtes capable d'entendre. Un long silence tomba. Puis, d'une voix basse, Élise dit « Je ne savais pas, je pensais qu'il me laissait les tableaux pour l'argent, pour le prestige. Mais si ces murs ont abrité des vies, alors chaque toile, chaque cadre, a peut-être été témoin. » Paul passa une main sur son visage, comme pour effacer son orgueil. Et moi, les voitures, je me sentais déjà propriétaire. Mais maintenant,
C'est ridicule comparé à ça. Je m'assis face à eux, le disque toujours en marche. L'héritage de papa, ce n'est pas ce qu'il possédait, c'est ce qu'il a transmis en silence. Une maison qui a protégé, une mémoire à préserver. Et ça, on ne peut ni vendre, ni accrocher dans un salon. Paul soupira. Alors qu'est-ce qu'on fait, Marc? On garde, on restaure si besoin. Mais pas pour nous, pour ceux dont les noms sont dans ce carnet, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour que personne n'oublie. Élise hocha la tête, lentement. Paul ne répondit pas, mais je vis dans son regard que sa résistance se brisait. Pour la première fois, mes aînés ne me voyaient plus comme le cadet effacé. Ils me voyaient comme celui qui portait la clé. La chanson s'acheva sur une dernière phrase de papa. Quand la maison sera vide, souvenez-vous, elle ne l'a jamais vraiment été. Nous restâmes là, figés, écoutant le craquement du disque qui tournait encore, comme une respiration après les mots. J'avais les larmes aux yeux, mais pas de tristesse, de fierté. On peut hériter de pierres, de toiles, de moteurs, mais le seul héritage qui compte, c'est celui qui traverse le temps, la dignité, la mémoire et la responsabilité de protéger ce qui nous dépasse. Mon frère avait pris les voitures, ma sœur les tableaux. Moi, j'avais reçu un vinyle poussiéreux. Et c'est lui qui contenait l'essentiel. La voix de notre père, qui nous apprenait enfin ce que signifiait vraiment être ses enfants. Abonne-toi si tu crois que le vrai héritage n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on transmet. Partage cette histoire pour rappeler qu'aucun trésor matériel ne vaut la mémoire d'un seul être sauvé.